Cette vidéo porte sur le changement climatique. Nous allons voir rapidement le lien que l'on peut faire entre forme urbaine, entre dispositif spatial dans les villes et changement climatique. Préalablement, il faut rappeler un certain nombre de choses. C'est que la planification urbaine n'est pas une activité autonome. Elle est à la fois dépendante de la démographie, des changements économiques, des facteurs politiques, des progrès technologiques et, très récemment, elle est dépendante des changements climatiques. C'est ce que nous allons voir. Alors, quels sont les types d'effets ? Il peut y avoir une augmentation des températures, il peut y avoir une augmentation du niveau de la mer, on peut également avoir une augmentation du niveau des rivières ou une intensification des phénomènes de pluie. Enfin, une augmentation des catastrophes naturelles, des tsunamis, des périodes d'inondation ou de sécheresse. Le tableau est intéressant puisque l'on va voir le type d'effet et finalement leur articulation avec les différents types d'activités humaines. Des vents forts, une augmentation des vents forts, n'ont pas un effet direct sur l'agriculture ou sur l'habitat. Par contre, sur le transport, si on pense aux avions, il peut y avoir une incidence directe. Les grandes chutes de pluie n'ont pas forcément d'incidence directe pour l'ensemble des activités humaines, mais sans doute pour l'agriculture. Et dans le tableau, on peut voir que c'est finalement l'agriculture qui est soumise à peu près à tous les types d'effets. Les transports aussi. Donc, il y a des domaines où finalement les changements climatiques auront relativement peu d'effets et d'autres domaines où les changements seront majeurs. Alors, lorsque l'on parle de changement climatique, il y a deux attitudes face à ces changements, la mitigation et l'adaptation. Mitigation cherche à réduire les effets et l'adaptation cherche à s'adapter aux effets. Donc d'un côté, je cherche à réduire les chutes de pluie, les fréquences des inondations, en réduisant, par exemple, puisque l'on fait le lien direct avec la consommation d'énergie. Donc je réduis ma consommation et je vais réduire comme ça les effets des changements climatiques. D'un autre côté, je dis, bon, je vais m'adapter à ces changements et prévoir des structures technologiques qui permettent finalement de vivre avec ces conditions d'inondation, de sécheresse, de vent fort ou de chute de pluie incessante. Donc la mitigation, où on essaie de réduire, on va plutôt partir sur des formes de villes compactes, avec de la mixité urbaine, on va favoriser les transports publics, on va favoriser la marche à pied. On a vu tout à l'heure dans le schéma qu'il y avait un lien direct entre densité urbaine et consommation d'énergie. Donc on cherche à réduire cette consommation d'énergie. Et adaptation, c'est le urban sprawl, c'est la ville diffuse, qui finalement est le modèle à utiliser puisqu'il favorise l'absorption des sols en cas de chute de pluie ou d'inondation. Il favorise la circulation de l'air en cas de pollution et donc du coup diminue le nombre des pollutions. Donc on voit qu'en fonction de la stratégie qu'on adopte de réduire les effets ou de s'adapter aux effets, les formes urbaines ne seront pas les mêmes. D'un côté, on va vers la ville compacte et d'un autre, vers la ville diffuse. Lorsque l'on parle de densité, de densification, c'est-à-dire d'essayer de réduire, donc la mitigation, réduire les effets du changement climatique, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on va mesurer. Est-ce qu'on parle de gaz ? Est-ce qu'on parle de CO2 ? Lorsque l'on veut dire il y a une densité, quelle est la métrique, quelle est la mesure que l'on utilise ? Ensuite, il y a la question de la faible et de l'hyperdensité. La faible densité est très coûteuse en énergie, alors que l'hyperdensité, de la même manière, est très très coûteuse en énergie. On a sans doute un optimum qui se situe entre une trop forte densité et une trop faible densité. Et lorsque l'on parle de densité aussi, il faut parler de la question sociale. Qu'est-ce que cela signifie de vivre dans une ville extrêmement dense en termes sociaux ? Alors, en fonction des climats et du taux d'humidité, on aura des réponses de formes urbaines différentes. On sait que l'humidité rend pénible la chaleur, et puis on se trouve souvent dans des zones
où les catastrophes naturelles sont plus ou moins nombreuses. Inondations, tempêtes, si on prend toute la zone tropicale qui est à la fois très chaude et très humide. Donc le challenge est de trouver un pattern, donc une forme urbaine, répondant à la fois aux questions de chaleur et aux questions d'humidité. Premièrement, on essaiera, dans les zones très chaudes, de réduire l'effet chauffant du soleil par des dispositifs urbains ou des dispositifs architecturaux. On essaiera au maximum de ventiler naturellement les rues ou les maisons. Et du coup, la maison individuelle, dans un climat chaud et humide, pourrait être une solution. On prend expressément la villa individuelle, la maison individuelle, puisqu'elle est de plus en plus décriée dans un certain nombre de villes, puisqu'elle constitue les périphéries sans fin des villes américaines et de plus en plus des villes européennes, et qu'elles sont extrêmement consommatrices en déplacement, donc en énergie également aussi. Et en principe, aujourd'hui, on a plutôt tendance à fustiger la maison individuelle, la villa. Mais si l'on se remet dans un climat chaud et humide, on peut se poser la question si ce ne serait pas une des solutions, disons une forme urbaine qui puisse répondre à tous ces critères. Enfin, les bâtiments étroits et hauts sont une autre solution, puisque finalement, plus l'impact sur le sol est petit, plus on évite les connexions avec l'humidité du sol. Prenons maintenant les vents violents. Une forme compacte résistera plus. Les bâtiments de hauteur moyenne, puisque les de faible hauteur ne résisteront pas, et de très haute hauteur poseront un certain nombre de problèmes. Donc le gratte-ciel n'est pas très approprié, puisqu'il y a un effet d'accélération du vent entre les gratte-ciels. Et puis la maison individuelle basse n'est pas non plus appropriée, puisqu'on a un effet d'entonnoir. La haute densité permet de réduire les effets du vent. Et enfin, les effets dépendent de l'orientation des rues. Si vous avez votre rue qui est dans le prolongement de la direction principale du vent, on aura un effet d'accélération, alors que si on est perpendiculaire à cette direction du vent, finalement, on sera protégé de ces vents violents. Donc on voit aussi que si on parle de vent notamment, les formes urbaines, la réponse urbaine ne sera pas la même. Et du coup, si je combine mes effets entre chaud, humide et vent violent, on se rend compte que là, on a déjà plus de formes urbaines qui permettent de répondre à tout ça. Prenons encore un exemple, les inondations, l'augmentation du niveau de la mer et la forme urbaine. Alors le sol doit pouvoir absorber l'eau en excès, on en a parlé tout à l'heure, donc plus finalement j'ai de surface naturelle, plus je suis diffus, plus ma forme urbaine permet de pouvoir absorber l'eau en excès. On va limiter du coup les surfaces pavées ou les surfaces bitumées, toute surface étanche. Et puis, lorsque l'on parle d'inondation notamment, on essaie de prendre en compte de vastes territoires, des territoires qui ne sont pas urbanisés, où l'on pourra utiliser ces territoires comme des réservoirs pour jouer un rôle de zone tampon momentanée pour que l'eau se stocke plutôt en amont de la ville qu'à l'intérieur de la ville. Et du coup, bien sûr, la question de l'inondation dépend rapidement de la question de la morphologie du site, de la forme du terrain, le terrain plat ou le terrain en pente, n'ayant pas la même réaction aux inondations, bien évidemment. Voilà, Pizarro en 2010 propose une matrice où l'on voit ces différentes réponses. Alors on parle de température haute, de forte humidité, de vent violent ou d'inondation. Et pour chacun de ces effets, on pourrait se poser la question du pourcentage de couverture du sol, de la distance qu'il faut entre les bâtiments, de la hauteur moyenne des bâtiments, des gabarits, des espaces, de la topographie, de la qualité du sol. Enfin, il y en a toute une série que je vous laisse lire, mais on pourrait, comme ça, sous forme de tableau, avoir des pourcentages, en sachant que plus on a, par exemple, de forte humidité ou des pluies violentes, plus la couverture du sol devra être minime. Couverture, on s'entend bitumée, couverture qui ne laisse pas passer l'eau. Donc il faut réduire à tout prix ce pourcentage de couverture.
Voilà très rapidement brossé quelques effets, quelques réponses de la forme urbaine, ce qui veut dire, si l'on résume, que la forme urbaine est clairement dépendante du climat, donc du contexte, et que les réponses au climat, je ne parle pas que du changement climatique, mais le climat en général, que les réponses devraient être différentes si vous êtes dans un climat tropical humide ou continental sec. Donc pour chaque type de climat, on a des réponses différentes. Ce qui fait que pour chaque zone climatique, on devrait avoir des planifications différentes. Ce que nous allons montrer par la suite, c'est comment notre planification doit répondre à ce contexte, à son contexte particulier, et doit répondre notamment au contexte climatique. On a perdu cette idée d'une architecture ou d'un urbanisme bioclimatique depuis des dizaines d'années. On l'a abandonné au nom de la modernité, au nom de l'air aseptisé dans les centres commerciaux, climatisé, régulé. Mais il faut aujourd'hui s'interroger sur ce modèle qu'on essaie de mettre partout versus un modèle qui serait contextualisé avec une planification qui ne pourrait être faite que dans un contexte précis avec ses propres spécificités. Du coup, lorsque l'on parle, et ce sera notre conclusion, de changement climatique, il est impossible de voir ça d'un point de vue local. Il faut voir ça d'un point de vue global. Et ça veut dire que ça remet en cause certainement un certain nombre de types de démarches démocratiques et participatives. Et il faut revoir notre système de gouvernance. Donc ces changements climatiques ne vont pas seulement induire des effets sur le terrain, mais aussi au niveau politique, où la prise de décision ne peut plus être le local, mais doit être au niveau global, c'est-à-dire entre les nations ou même entre les continents, de manière absolument globale pour rapidement pouvoir répondre au changement climatique.